L'Exode, historicité et origine du mythe. Pour rappel, aucun document égyptien ne certifie l'Exode. Il n'existe pas non plus de traces archéologiques. Or, lorsqu'il y a énormément d'esclaves, on a de la documentation. On a des preuves matérielles. Les esclaves ne s'évadent pas. Ou même quand ils s'évadent, on a de la documentation sur le fait qu'ils se sont évadés. On a aussi peut-être une retransformation de l'histoire. Les esclaves ne se sont pas évadés, c'est les pharaons qui les a chassés. On n'a rien de tout cela. Sans oublier le nombre de personnes impressionnant. En effet, la Bible mentionne non pas 2 personnes, non pas 10 000 personnes, mais des millions de personnes. Donc vous imaginez bien que ces gens-là vivaient dans des villes. Imaginez-vous que c'est 2 villes comme Paris qui ont disparu d'un coup et même qui ont évolué dans le temps. On aurait dû retrouver ces constructions magnifiques ou ces constructions monstrueuses pour pouvoir les mettre et les faire vivre. On aurait dû retrouver tout cela. Ensuite, on aurait dû retrouver le départ de ces individus où la ville serait devenue une ville fantôme après le départ des Hébreux. Et surtout, 50 ans plus tard, l'arrivée en Canaan, ces millions de personnes qui arrivent et qui détruisent le pays, on aurait dû retrouver. On ne retrouve rien de tel. Sans oublier la stèle de Merenta. Lorsqu'il fait la liste des peuples cananéens, il ne dit rien sur le peuple Israël, comme s'il était inconnu au bataillon, comme si c'était la première fois qu'il les rencontrait. Donc, aucune trace historique, aucune trace archéologique. La Bible est un mythe. L'Exode est un mythe. Mais est-ce aussi simple? On va voir que non. Des mythes peuvent prendre naissance à travers des histoires, à travers des légendes et surtout à travers de petits faits qui ont petit à petit grossi. Et ça, on va le voir ensemble. On a déjà le cas des Hyksos. Les Hyksos sont mentionnés dès le 19e siècle avant notre ère. Selon le prêtre Manéthon, ils formaient une dynastie et leur capitale était Avaris. Ce peuple sémitique vénérait Baal et était considéré par Manéthon comme des usurpateurs. Oh les vilains méchants, les méchants, ils sont venus, ils ont piqué nos terres, ils ont pris la place de nos rois et de notre peuple. Sauf que ce qui savait pas le Gus de Manéthon, c'est qu'au final, les Hyksos, eux, sont bien restés. Quand ils ont été chassés, c'est surtout l'élite qui a été chassée. Le peuple, lui, est resté à tel point que Baal 7, Baal, a intégré le panthéon égyptien. D'ailleurs, on le retrouve mentionné dans la bataille de Kadesh. Alors, la bataille de Kadesh est extraordinaire. Les Égyptiens inventent qu'ils ont gagné la guerre. Ils disent qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les plus forts. Sauf qu'encore une fois, les découvertes archéologiques et historiques vont démentir leurs faits. En effet, on retrouve que, à partir de Kadesh, la culture égyptienne à cette époque n'y est pas. Et surtout, on va découvrir un document historique qui est le premier traité de paix. Donc, encore une fois, c'est l'histoire et l'archéologie qui nous ont permis de découvrir ce qui s'est réellement passé, de trier le vrai du faux. Donc, lorsqu'on vous dit qu'il y a des millions de personnes qui sont parties d'un endroit pour aller dans un autre et qu'on n'a aucune trace, c'est qu'il y a un petit problème. Les peuples ne s'envolent pas comme ça. Et en plus de ça, même si c'était pas des millions, même si c'était que quelques milliers, le simple fait qu'il n'y ait aucune trace historique au sein des Égyptiens, c'est bizarre. Et en plus de ça, une fois qu'ils les retrouvent, qu'ils ne mentionnent pas, nous avons réussi à les buter, ceux qui ont buté nos pères, ceux qui ont buté nos mères. Ça y est, nous, on est arrivés et on a battu eux et leurs dieux. Si jamais c'est pas mentionné, c'est que les mecs les connaissaient pas. Ils les connaissaient absolument pas. Et si ce serait pas simplement parce que les Gus n'y ont jamais été auparavant. À vous de choisir. Mais revenons un petit peu à notre ami Manéthon. Donc comme je vous le disais, les Hyksos sont les usurpateurs. Ils sont partis, ils ont été chassés. Et comme je vous l'ai dit, en aucun cas le peuple a été chassé, mais seulement l'élite. On a aussi les Chassous et les Apirous. Un pharaon se vante d'avoir capturé 15 200 Chassous et 3 200 Apirous. Alors, les Chassous, c'est extraordinaire. On en reparlera notamment, mais d'où vient Yahvé? On a les fameux Chassous de Yahvé. En tout cas, c'est extraordinaire. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire, mais enfin, 15 200 Chassous. Alors, ça reste pas les Hébreux, hein. Faut pas penser, hein. C'est pas les Hébreux. Et surtout, ils sont que 15 200. Bon, après, si vous voulez faire des raccourcis, les Chassous, c'est les Hébreux. Et les Hyksos, c'est les Hébreux. Et tout le monde est les Hébreux. À la fin, tout le monde est juif. Ça, c'est votre souci. Moi, je peux rien faire là-dessus. Encore une fois, la question, c'est de se poser comment on croit un texte. Est-ce qu'on va le croire tout simplement parce qu'on a la foi ou est-ce qu'on va le croire parce qu'on a des preuves archéologiques et historiques? C'est à vous de voir les choses. Mais pour ceux qui me disent j'ai la foi, à ce moment-là, vous ne pouvez réfuter malheureusement aucun autre texte. Concernant l'Exode, l'historien israélien Naaman estime que ce texte reflète une construction de mémoire culturelle liée à la domination égyptienne sur Canaan. En effet, au cours de la seconde moitié du 2e millénaire, toujours avant notre ère bien entendu, l'Égypte exerçait une forte influence sur Canaan. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Il y avait même des prisonniers cananéens, comme le montre le papyrus d'Aris, où Ramsès III se vante d'avoir amené des milliers de prisonniers cananéens en Égypte. Alors vous imaginez bien que s'il y avait des millions, voire même des milliers ou des dizaines de milliers d'esclaves hébreux, on aurait eu des traces quand même. Puis après, l'Égypte se retire de Canaan, vers 1130 avant notre ère. Ensuite, il n'y a plus de conflit entre Israël et Judée, jusqu'au
jusqu'au 7e siècle avant notre ère, avec la défaite de Josias face à Nécho. D'ailleurs, ça on y reviendra aussi, c'est un petit peu marrant comment les chroniques réécrivent l'histoire. Selon Oswald, cette situation de vassalité a donné naissance à l'histoire de l'Exode. Bon, pour Romer, c'est pas le cas. Pour Romer, on pense que c'est avant tout plusieurs histoires en fin de compte. C'est nos amis les Hyksos, nos amis les Chassous, nos amis les Apirous et la domination de l'Égypte en Canaan. Une légende, un mythe qui s'est créé dans le nord, puis qui est arrivé petit à petit dans le sud, avec la création aussi des figures de Moïse, de Aaron. Mais est-ce que l'Exode c'est quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que c'est une invention? Un Dieu qui vient sauver son peuple, qui lance d'énormes plaies? Ça n'a jamais été raconté ailleurs, c'est sûr. On n'a pas pu l'inventer. Regardons un petit peu les autres traditions. Alors, d'autres traditions existent, comme le chant de l'affranchissement au 14e siècle avant notre ère. Il y a un Dieu, Teshoub. Il y a son peuple qui est où? Il est à Ingalish. Il voit ça, il est pas content. Alors il va voir, il vient, il marche, je sais rien comment il est venu. Il va voir les représentants de la ville et il leur dit, libérez mon peuple. Bon, le chef de la ville, il dit, ok, on va pas énerver Teshoub. Mais les anciens de la ville, le conseil de la ville, ils ont dit, de toute façon, nous on est vieux, donc à la rigueur, si Teshoub s'amuse à défoncer tout le monde, nous on a déjà fait notre vie, c'est pas grave. Là, ce peuple-là, pour l'instant, il nous sert bien, on n'a pas besoin de les libérer. Arrivera ce qui arrivera. Bon, Teshoub, il est pas content, il va les menacer de plaies. Alors le chef de la ville, il dit, mais s'il vous plaît, là, il faut absolument les libérer. Les anciens disent, non, on veut pas. Bon, alors malheureusement, le texte est incomplet. Il nous laisse quand même imaginer une fin heureuse, enfin heureuse pour le peuple qui est sauvé par Teshoub, pas pour les autres. Les autres, ils vont se prendre des raclées sur raclées. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ils vont se prendre raclée sur raclée. Et même la destruction de la ville. Et à la fin, ce peuple libéré va pouvoir servir Teshoub. Ça me rappelle un truc. Je sais pas à quoi ça vous rappelle, mais moi, ça me rappelle un truc. Bon, bien entendu, il faut savoir que il y a peu de chances que ceux qui ont écrit l'Exode connaissent cette histoire. Mais au moins, ça montre que ce thème-là, que cette narration, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'assez commun. Un petit peu comme si quelqu'un dirait, oh, Harry Potter, c'est extraordinaire, personne ne l'a écrit avant. Bah non, mon pote. Des histoires de sorciers, il y en a plein. Il y en a plein dans la littérature. Et c'est pareil pour l'Exode. Ce type de narration, ça existait dans la littérature. C'est la naissance d'un peuple. Au final, l'historicité de l'Exode est un mythe. Ici, des traditions Hyksos, Chassous, Apirous, avec vassalité de l'Égypte sur Canaan. C'est très peu probable qu'il va s'agir d'une unique tradition, faut pas espérer. En plus de ça, le nom du pharaon n'est pas spécifié. D'ailleurs, dans les livres dits historiques, où on a envie de retracer un petit peu l'histoire du peuple, comme le livre des rois, là, les rois sont nommés. Comme ça, on peut savoir qui est qui s'est battu contre qui a été gentil, qui a été méchant. Ici, dans l'Exode, aucun nom. Rien du tout. Même si on va pouvoir essayer de trouver quelques petits indices pour replacer l'histoire. Donc l'Exode ne vise pas à raconter un moment historique. Pas du tout. Les auteurs, eux, voulaient créer une mémoire utilisable dans divers contextes d'exil et de vassalité. Le pharaon, ça symbolise quoi? Le pharaon symbolise le pouvoir étranger, opprimant les juifs, opprimant les hébreux, qui seront sauvés par leur Dieu, Yahvé, le Dieu le plus puissant de tous. On va lire le premier chapitre du récit. Le premier chapitre du récit se divise en 3 parties. Une liste de noms arrivant en Égypte. Alors c'est intéressant parce qu'il y en a 70 pour le texte massorétique, mais il y en a 75 pour la Septante. Donc le peuple qui passe d'amis à ennemis, puis qui est réduit en esclavage. Une narration entre le pharaon et 2 sages-femmes, d'ailleurs ce sera notre prochain podcast, une narration assez burlesque. Et ensuite il y a la liste des enfants de Jacob, mais elle est interrompue par des précisions sur Joseph dans le texte massorétique. Mais par contre, on n'a pas cela dans les rouleaux de Qumran. Et non, on n'a pas cela pour Thomas Romer. Cela montre que Qumran n'avait pas encore le mythe de Joseph dans les mains. Alors, Qumran connaissait Joseph, c'est pas ça le problème. C'est que la figure de Joseph avec son histoire, elle n'était pas encore connue de Qumran, puisque comme vous le savez, Joseph est un texte de diaspora, et j'avais fait pas mal de podcasts à ce sujet. Ensuite, le texte présente 2 projets d'oppression. Cela suggère bien entendu non pas un auteur, mais 2 auteurs. Alors, le premier projet, c'est un projet du pharaon contre le peuple d'Israël. C'est probablement le plus ancien. Puis après, il y a un second projet, un projet violent des Égyptiens contre le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, dans le projet égyptien, on mentionne les briques et les bitumes qui apparaîtront plus tard dans le récit. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.